Epoï, Machogola, bonjour, pourquoi pas, bonsoir. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. J'imagine à travers la salutation, vous dites aujourd'hui, madame va nous parler de quoi concrètement? Aujourd'hui, il est question de culture et des manifestations culturelles. Eh bien oui, l'un des festivals, l'un des plus grands festivals du Mali qui s'est inscrit en lettres d'or dans les agendas de l'actualité culturelle au Mali à 10 ans. Eh bien oui, 10 ans déjà que le festival culturel Ogobanya existe. Pour en parler, je suis accompagnée sur ce plateau par la crème de la crème, on peut le dire ainsi, hein, la commission d'organisation qui avait à sa tête le président de la commission d'organisation, le professeur Pierre Andénié Togo. Bonjour professeur. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. À côté du professeur, nous avons madame Goro Ramata Ongoiba qui est chargée des questions financières. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Qui dit festival Ogobanya dit également homme de culture, non moins directeur du Palais de la Culture du Mali. Il est également membre de la commission d'organisation. Il s'occupe de tout ce qui est aspect artistique. Je nomme ici M. Abdoulaye Diomana. Bonjour directeur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien et très honoré de cette invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'en venir à cette 10e édition, les gens se posent la question, personnellement, j'ai entendu Ogobanya. Ogobanya, je me suis familiarisée avec ce nom. Pourquoi le nom Ogobanya? Professeur? Merci bien, madame. Je vous remercie pour cette question. Alors, le nom Ogobanya vient de deux aspects. La première chose, c'est que culturellement, quand tu vas au pays d'Ogon, toutes les activités culturelles sont arrêtées pendant l'hivernage. Après la culture, après les cueillettes, quand toute l'activité agricole est finie, on va commencer avec les activités artistiques. Et pour donner le go, c'est-à-dire la première activité culturelle, on va aller cueillir les semences. Et quand on fait la récolte, on met dans une calebasse, dans l'écuyer. En Bamanankan, on dit kuna. Et en Dogon, on dit banya. Donc ce banya-là, c'est pour le roi. Le roi en Dogon, c'est Ogo. Donc Ogo banya, dans ce banya-là, on met les récoltes et on va donner ça au roi. C'est ça qui sonne le départ des activités festives, de tout ce qui est enseignement culturel pendant toute la saison culturelle. D'accord, donc c'est pour donner le ton des activités culturelles. Donc on commence d'abord par le roi et ensuite les autres vont entonner le reste de l'activité. Exactement. Ça c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que la grande calebasse du roi, le contenu, ça c'est pour tout le monde. Et donc tout le monde peut venir s'y servir. Voici pourquoi nous avons pris ce nom Ogobanya. Ogobanya, pour ceux qui ne le savent pas, qui veut dire tout simplement les récoltes qui sont cueillies et qui sont mises dans la calebasse du roi et qui va servir à toute la population. Exact. Mais pourquoi avoir fait ce festival à Bamako particulièrement? Merci bien pour cette question. Cela dénote de la naissance même du festival. Depuis plusieurs années, nous avons constaté la crise qui s'installe au nord, au centre et un peu partout. Et donc, il fallait voir un espace où on pouvait organiser une activité où tout le monde pouvait prendre part, et les citadins de Bamako, et ceux qui sont à l'intérieur du Mali, et ceux qui sont la diaspora et tout l'international. Donc, nous avons choisi Bamako en ce qui nous permettait de transporter les hommes de culture, les artistes, artisans et tout ce qu'il y a comme production artisanale du centre, du nord et d'ailleurs, on les ramène à Bamako. Ainsi, ce qui donne un marché, une visibilité, une occasion de démontrer le savoir-faire de la culture malienne globalement. Et ça donne accès à tous nos enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller soit à Mopti, soit à Tombouctou, à Gao, à Kaï ou ailleurs. Donc, c'est une façon de faire venir la culture à Bamako pour que toute la population de Bamako et de l'international
aussi puissent profiter. Profiter de cet aspect culturel. On sait qu'il y a pratiquement 30 000 visiteurs qui viennent suivre et qui vivent au rythme de cette rencontre culturelle. Alors, monsieur le directeur, que attendre sur le plan artistique cette année pour ce 10e anniversaire? Et merci bien pour cette question. Vous savez que l'artistique à Agobanya est très très importante. Nous avons 3 blocs. 3 blocs en 3 scènes. La première scène, c'est une scène de cohésion sociale. D'où une quinzaine de communautés y prestent. Ça, c'est les nuits qu'on appelle les nuits de cohésion sociale. Presque toutes les communautés y prestent. Un second aspect, c'est un plateau, une scène dédiée aux artistes en herbe ou d'autres colorations, d'autres groupes artistiques traditionnels ou autres là. Ça, c'est toute la journée. Et ça, c'est au sein même, au milieu du village. Le troisième aspect, c'est la grande scène. Et ça, c'est pour les jeunes. Et cette année, ce qui est important par rapport à ça, par rapport aux 12 éditions, nous avons 3 nuits. Une nuit un peu avec un certain âge, c'est-à-dire une programmation artistique et avec un certain âge. Et c'est pourquoi on a appelé l'ensemble instrumental qui prestera là-bas, le Bademan National et d'autres anciens groupes voilà, de ce niveau. Mais la soirée du samedi est consacrée aux jeunes avec la programmation des Young BG, Malaké et plusieurs. Un véritable tremplin pour les artistes qui se sont peut-être affirmés aujourd'hui. C'est ça. Donc voici un peu la structuration artistique qu'on a donnée à cette 10e édition. Alors nous savons que l'un des événements phares, c'est vraiment la sortie des masques. C'est un événement qui est attendu, c'est au-delà même du festival Ogobanya, c'est un événement à part. C'est ça. Est-ce que cette année, nous allons avoir droit, les quelques 30 000 visiteurs vont avoir droit à cette même effervescence quand on dit sortie des masques? La sortie des masques, il faut le dire, c'est comme une communion. C'est au-delà de l'artistique, c'est au-delà des prestations, c'est comme une communion religieuse. Donc pour dire que toutes les années, cette sortie est préparée minutieusement par ceux qui sont initiés, minutieusement pour montrer au public cet aspect culturel, cet aspect religieux, tout ce qui est autour. Donc pour dire encore plus, c'est une activité phare qui donnera tout ce qu'elle a à donner au public malien. Nous voudrons 50 000 visiteurs pour ça, cette année, vraiment. 50 000 visiteurs. Voilà. Alors, notez bien, hein, vous êtes tous invités. Nous ne sommes pas encore à la partie invitation, mais on va l'anticiper pour dire que cette année, la sortie des masques se fera comme les 9 dernières années. Hein. Nous sommes à la 10e édition, je l'ai dit. Madame Gouro, aujourd'hui, certains disent que ce festival, c'est l'un des rares festivals qui arrive à se tenir sans réellement des retombées financières. Je m'explique, on dit que vous le faites pour la communauté et non pour vous enrichir. Si on se pose la question avec autant de visiteurs qui sont attendus, autant d'activités, autant d'exposants qui sont attendus pour ce festival, comment se porte la question financière de cette 10e édition? Merci beaucoup, madame. La question financière, elle est toujours délicate. Parce que, vu la situation économique même du pays, ce n'est pas facile. Effectivement. Mais tant bien que mal, nous essayons de nous en sortir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, nous sommes dans l'humanitaire. Disons, c'est vraiment humanitaire. C'est fait juste pour nos communautés, pour nos artistes et nos artisans, comme le président a eu déjà à le souligner, à cause des difficultés sécuritaires qu'il y a au pays. Les artisans, ils produisent, ils ne parviennent pas à écouler. Les touristes n'y vont plus. Donc, à Bamako, au moins, nous, on leur donne l'occasion de venir vendre ce qu'ils ont produit. Donc, ça leur permet, financièrement, d'avoir quelque chose et de repartir au village et pouvoir nourrir les familles au moins pendant une année. Ça leur permet de tenir. Et nous, en contrepartie, on les fait venir. Nous louons des cars, nous les faisons venir à nos frais, à notre charge. Donc tous ceux qui viennent, il y a deux sortes de festivaliers, je dirais. Il y a les exposants qui viennent vendre. Donc ça, eux, ils ont de la marchandise déjà finie. Donc eux, ils viennent exposer, ils louent leur stand, ils vendent. Ce qu'ils vendent, c'est pour eux. On ne s'en mêle pas. Il y a un deuxième
une deuxième vague de festivaliers que nous faisons venir à nos frais. Ça, c'est eux, ils viennent juste pour les démonstrations, dont les masques, les tisserands, les vanilles. Ils viennent sur place, ils produisent pour permettre à nos enfants qui n'ont pas eu la chance de voir ces gens, d'aller au village, ils voient comment le tisserand s'y prend, comment le vanille il travaille, etc., etc. Donc ces gens, nous les prenons en charge. Et le transport, et l'hébergement, et la nourriture, et au finish, ce que nous avons engrangé comme recette, nous partageons à ces différentes troupes pour qu'ils puissent amener quelque chose au village. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une petite idée de ce que peut coûter un festival de ce genre? Approximativement, c'est plusieurs dizaines, c'est des centaines de millions, si on peut le dire. Voilà, exactement. Donc, il faut tabler dans les 100 millions, au bas mot. Ça, c'est vraiment au bas mot. C'est les moindres dépenses. Moindres dépenses. Ah oui, ça fait beaucoup. Hein. Voilà, pour ceux qui voient de l'extérieur, on se pose la question, exactement. Comment est-ce que vous arrivez à jongler tout ça pour vraiment permettre à ceux qui viennent de repartir au moins avec quelque chose? Il y a d'abord certains partenaires qui nous accompagnent. Peut-être c'est le lieu de leur dire merci. Et il y a la communauté qui intervient selon ses moyens. Et il y a, comment dirais-je, les ventes des bracelets, des cartes VIP, des badges VIP et les concerts qui nous rapportent un peu. Et donc c'est tout ça qu'on met ensemble. On le partage. Et puis voilà. Effectivement, un festival communautaire. Alors, professeur, cette année, le thème retenu est tradition et modernité, santé, culture, environnement et l'architecture au service du développement. Que faut-il comprendre par cet ensemble de mots? Merci bien pour la question. Ça peut paraître long, mais c'est très simple à comprendre. De la première à la 9e édition, nous avons parlé d'architecture une année, nous avons parlé de la place de la femme, nous avons parlé de la place de l'éducation, nous avons parlé de la place de la santé, la médecine traditionnelle. Toutes ces questions ont été évoquées chaque année. Et cette année, à la 10e édition, nous voulons savoir toutes ces questions. Comment utiliser notre façon traditionnelle de gérer ces questions-là aujourd'hui, ces solutions endogènes à la traditionnelle, comment les utiliser pour vivre aujourd'hui le monde moderne que nous vivons. À titre d'exemple, pour l'éducation, comment compléter l'enseignement moderne avec la transmission traditionnelle que nous avons pour faire l'éducation d'aujourd'hui. Ou alors le mariage, comment ça se faisait à la traditionnelle, qu'est-ce qui était bon dedans, que nous avons laissé tomber, et aujourd'hui, le mariage moderne, comment ça se passe, qu'est-ce qui manque dans ce mariage moderne, qu'est-ce qui pourrait être complété par ce que nous avons laissé. Donc, c'est ça qu'on a voulu, regrouper les mots pour dire les dialogues entre la tradition et la modernité, et ces dialogues sur les différentes questions que vous venez d'évoquer. Tout ça pour aller vers un développement. Est-ce que vous pensez, au-delà de 9 éditions, de la 10e édition, que vous avez réussi personnellement à apporter un plus à toutes ces questions, que ce soit en matière de tradition et de modernité, sur le domaine de la santé, la culture, l'environnement, l'architecture, bref, tous ces thèmes qui ont été mis ensemble aujourd'hui. Si on vous dit de jeter un regard rétrospectif derrière tout ce qui a été tout ce qui a été fait, est-ce que vous en êtes fier particulièrement? Ah oui, totalement fier. C'est d'ailleurs ce qui nous maintient. Quand vous avez un festival qui est communautaire, qui n'a pas beaucoup de retombées financières, donc la satisfaction que nous avons, c'est un peu la plus-value, les résultats qui ne sont pas financés qui sont là. À titre d'exemple, nous avons une année traité toutes les questions. Comment, à travers la médecine traditionnelle, nous pouvons améliorer l'accès à la médecine moderne. Et pour cela, je vais citer plusieurs de nos enseignants, professeur Wurukia avec toute son équipe, professeur Ogobara Dumbo, paix à son âme, avec toute son équipe,
Pendant 3 jours, nous ont tenus et ils ont sorti toutes les expériences vécues, comment faire à partir de la médecine traditionnelle à améliorer l'accès aux soins de santé modernes. Et cette année, nous allons ressortir toutes ces recettes, les mettre sur papier pour voir tradition, modernité, comment les mettre ensemble pour ne pas jeter tout ce que nous avons comme traditionnel. Et nous en sommes fiers. Du point de vue architectural, c'est la même chose. Du point de vue éducation, enseignement, c'est la même chose. Écologie, la place de la femme, et tout ça, ça a été traité. Donc, tradition, modernité, nous verrons comment joindre les deux bouts. Et vous verrez que c'est très, très intéressant. Alors, monsieur le directeur, 10 ans d'existence déjà, qu'est-ce qui différencie Ogobanya des autres festivals? Bien, ça c'est une très belle question. Ogobanya, c'est comme si on transportait un village d'Ogon à Bamako. Ça c'est tellement important. Essayez de faire le tour dans le village. Vous allez voir comme si vous viviez dans les pays d'Ogon. Ça, c'est un aspect important parce que les stands sont faits dans ce sens-là. L'architecte réfléchit dans ce sens-là. Seconde chose, toutes les communautés sont impliquées dans Ogobanya. Toutes les communautés. Parce que chaque année, d'abord, on a une communauté invitée. Mais au-delà d'une communauté invitée, un espace est dédié à toutes les communautés pour que les communautés viennent montrer au public son savoir-faire et échanger avec d'autres communautés. Parce que par soirée, on fait jouer 3 à 4 communautés. Donc vous échangez votre culture, beaucoup de choses. Troisième aspect, toutes les activités se retrouvent à Ogobanya. Je m'explique. Nous avons d'abord, pour les sportifs, on a des activités sportives. Effectivement, la lutte traditionnelle. On a la lutte traditionnelle. On a même la course des pirogues. On a un espace dédié aux enfants. Les femmes, même les hommes, parce que ce que vous ne savez pas, il y a les médecins traditionnels qui sont là à Ogobanya chaque année. Et on sait très bien qu'ils traitent très bien. Et puis, il y a du monde autour de ces médecins traditionnels-là. Je m'en arrête là, il y en a assez. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, mais je m'en arrête là. Voilà. C'est toujours plaisant d'écouter cette belle communauté parce qu'il faut le dire, hein, Ogobanya, c'est le lieu de rencontre de toutes les communautés. Et Madame Ramata, cette année, en termes d'acquis, qu'est-ce qu'on peut retenir? Surtout qu'on a une édition qui a été dédiée à la femme. On a la structuration même qui nous ramène carrément au pays d'Ogon. Quels sont les autres acquis que vous pouvez nous citer? Les acquis sont nombreux. Je prends juste sur le plan habillement. Si vous venez à Ogobanya, vous verrez de grands professeurs aux charretiers d'Ogon qui se trouvent à Bamako. Tout le monde est en tenue traditionnelle. Et nous sommes fiers de le porter. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nos enfants, moi je sais à la première édition, il y avait des enfants qui avaient honte de porter la tenue d'Ogon. Parce que si on porte, nos camarades vont se moquer de nous. Et aujourd'hui, ces enfants sont fiers de porter cette tenue-là. Et à Bamako, tout le monde le porte. Que ce soit un Dogon, pas un Dogon, venant du centre, venant du nord. C'est un plaisir de voir tout le monde dans cette tenue traditionnelle. Le consommé malien, je pense que s'il a avancé au Mali, Ogobanya y est pour quelque chose. Ça, c'est un premier acquis, un grand acquis. Effectivement, quand on fait le tour à Ogobanya, on est fasciné. Hein? On entend toutes les langues. Exactement. Et ce qui fait la particularité, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, le Mali est vaste, mais on a l'impression que tout le monde se connaît. Exactement. Il y a une certaine alchimie, il y a une certaine manière de communier. Et dès qu'on rentre avec la disposition même des stands, ça nous fait effectivement revivre ces belles époques que nous n'avons certainement pas connues, mais que nous avons connues à travers des documentaires. Exactement. Et c'est le lieu également de
de revenir un peu en arrière. Nous avons quelques jours suivi un des extraits de Feu Amadou Toumani Touré, qui était un fervent défenseur de la culture, qui a tenu à rendre hommage à un ancien président américain, fait Jacques Chirac, qui est décédé quelque temps avant la tenue d'une des éditions. Et c'est pour dire que ça va au-delà du Mali. Exactement. Ça va au-delà du Mali. Exactement. Alors, professeur, une édition qui a été dédiée à la femme, on l'a dit, hein, je reviens là-dessus parce que dans nos sociétés, on dit la femme est au début et à la fin. Est-ce que c'est cette idée qui a prévalu lorsque vous avez décidé de carrément jeter les projecteurs sur les femmes? Merci bien pour cette question. Moi, je dirais, dans la vie traditionnelle que nous avons connue, ben, la place de la femme, elle est indiscutable. On n'en parlait pas parce que ça, c'était là. Tout le monde voyait le matin la production économique, le rôle social de la femme et tout ça financièrement, même dans sa culture. Je vous donne une anecdote. Nous, depuis la nuit des temps, la femme avait son grenier. Et chez nous, les greniers, ça c'est la banque. La femme avait dans la famille son grenier, elle avait sa banque. Tandis qu'en Europe, c'est après les années 1970 que la femme a eu le droit d'ouvrir son compte bancaire. Donc c'est pour dire que... C'est pour dire que nous avions des belles choses. La femme avait un grand rôle. Tout passait par la femme. Et dans certaines de nos communautés, le nom de l'enfant est suivi du nom de sa maman. Tout ça, nous l'avons découvert pendant cette édition. Au lieu du nom du père, c'est directement suivi du nom de la maman? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, quand vous prenez le nom chez les Malinké, le nom de Sundiata, c'est le nom de sa maman qui suit. Kankou Moussa, quand vous voyez son vrai nom en Malinké, c'est suivi du nom de sa maman. Et c'est les Sarakoulé, c'est les Soninké. Donc, on a vu tout ça, on a parlé de tout ça, et c'est tout ça qui va ressortir encore cette année. Donc, la place de la femme, nous pensons que, certains pensent qu'on l'apprend aujourd'hui, d'ailleurs, tandis que c'est les autres qui doivent venir apprendre, parce que depuis la nuit des temps, la femme a sa terre qu'elle cultive à elle. C'est qu'on dit tout autour du village, la parcelle de la femme. Ensuite, la femme a son grenier. Donc, ça veut dire quand même qu'elle avait un grand rôle. Et il y a un proverbe que j'ai appris lors de cette édition. La pire des pauvretés, c'est d'être pauvre en sœur. Celui qui n'a pas, ça veut dire, tu n'as pas d'argent, ça peut passer. Tu n'as pas de vivre, ça peut passer. Mais si tu n'as pas une sœur, tu es le plus pauvre du monde. C'est ce que ça traduit. Pour dire que la femme occupe une place prépondérante dans la vie des gens. Exact. Donc, vous voyez, tout ça, nous l'avons appris et nous avons des espaces pour transmettre tout ça en termes de connaissances, d'enseignement, en plus de tout ce qui est comme démonstration culturelle, les tisserands et ceci. Quand je porte un habit, je vois comment est-ce que les processus de fabrication de cet habit, ça me permettra de comprendre le prix. C'est toutes ces activités que nous allons mener avec la communauté invitée d'honneur, les Mamala cette année. Eh bien, eux aussi, ils vont bien présenter tout ce qui est aspect culturel et nous allons faire tous ces enseignements. Quand vous partez au village de Ogobanya, vous allez voir, il y a le Toguna. Juste à l'entrée. Ensuite, architectural, c'est la question de sécurité. À partir du Toguna, vous pouvez aller sur tous les coins. Ensuite, il y a un espace pour les tamashek, il y a un espace pour les peuls, il y a un espace où il n'y a que des artisans sarakolés, ainsi de suite. Ce village est soigneusement conçu pour montrer à la face du monde que nous avons toujours vécu ensemble et nous pouvons continuer à vivre ensemble parce que nous n'avons pas d'autre choix que de vivre ensemble. Voici ça, c'est la particularité de Ogobanya. Une des nombreuses particularités. Hein, exact. Alors, directeur, des participants qui viennent des quatre coins du pays et de l'international, est-ce que les communautés arrivent à percevoir des avancées en termes de financement? Je m'explique. Est-ce que vous avez pensé à faire des activités en amont au pays d'Ogon pour permettre à ce qu'on puisse amener ces activités une fois de plus à Bamako?
Et merci. Vous savez que hors Ogobanya, il y a plusieurs activités qui se font au pays d'Ogo. D'accord. Telles que les châteaux d'eau. Et Ogobanya en fait. Également des missions avec les médecins pour traiter la population de là-bas. Il y a beaucoup d'activités, mais le président va renforcer ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'activités hors Ogobanya qui se font dans ces pays-là, et dans les pays d'Ogo. Également, pour en venir à ceux qui viennent de l'extérieur, vous savez, c'est ça la force de Ogobanya. En un lieu, un moment, il y a beaucoup de parents d'Ougon, même d'étrangers, Sarakolé et autres là, qui prennent les congés pour cette période-là, pour venir contribuer aux échanges. Parce que, comme il l'a dit, c'est vraiment une cohésion totale pendant une semaine des différentes communautés qui vivent ensemble. Et ils viennent pour ça. Et d'ici là, je salue nos parents de la Côte d'Ivoire, parce que chaque fois, ils participent, nos parents de la Guinée, qui viennent avec une troupe, pour nous accompagner. Et d'autres sont en train de demander à venir même pour la 10e édition. Mais le président va renforcer au moins ce qui se passe dans les réalisations des activités au pays d'Ogo. Alors le président vous retourne la question en amont de la tenue des festivités. Parce que quand on parle d'Ogobanya à Bamako, on voit l'aspect festif. Mais au-delà de ça, l'aspect festif, au-delà de ça, dans le pays d'Ogo, est-ce qu'il y a des activités qui sont menées en amont? Merci bien pour cette question. Et nous menons 3 types d'activités. Le premier, c'est un peu les soins de santé qui se fait par la jeunesse et l'association des jeunes de la faculté de médecine pour aller de ça à Mopti, Koro, ainsi de suite. À tour de rôle, ils font la planification. Ogobanya participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces activités de soins. Ensuite, nous avons pu des travaux de forage avec nos partenaires à Ségué, à Ngania, à côté de Koutiala, tout ça. Et entre 2 éditions, nous organisons avec nos partenaires comment améliorer l'industrie culturelle, notamment les habits, comment aider les artisans pour la labellisation et autres, et des formations que nous donnons. Ensuite, entre 2, et nous avons des communicateurs sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux WhatsApp et autres, et tous ceux qui ont des médias sociaux, pour un peu les former pour la bonne utilisation et le respect des c'est pour dire que c'est une école au-delà de l'aspect... Au-delà de la semaine, nous avons entre 2 festivals, nous avons beaucoup d'activités de formation, de soins et d'adduction d'eau et autres. Madame Golo, on sait que vous êtes beaucoup en contact avec les artisans. Est-ce que cette question de labellisation revient tout le temps dans les discussions? Tout à fait. Tout à fait. Parce que sans labellisation, ils sont, disons, ils ne sont pas garantis. Parce que nous voyons que pendant le festival, les gens viennent, ils prennent des photos, ils prennent les images de la production des pagnes. Et nous avons vu récemment, comment dirais-je, des en wax, voilà, les tissus d'Ogon en wax. Et ça va être un manque à gagner pour nos artisans. Parce qu'eux, ils vivent de ça. Et si l'industrie s'amène, donc ça va être à grande échelle et eux, ils risquent de périr, entre guillemets. Donc, avec l'UNESCO, la dernière fois, on a eu à faire des formations. Et avec le Bureau malien de droit d'auteur, on est en train de voir comment est-ce que ces artisans peuvent labelliser leur travail. Voilà. Donc c'est ce qui peut un peu les sauver. Directeur, 10 ans d'activité, 10 ans de rencontres, 10 ans de retrouvailles. Cette année, du 27 janvier au 2 février, que pouvons-nous attendre du programme que va proposer Ogobanya? Comme j'avais eu à le dire, ce programme, c'est multiforme pour que chacun puisse y trouver sa part.
des enfants jusqu'aux vieilles personnes. C'est pourquoi j'avais parlé de l'espace enfant, pour la jeunesse, les grands concerts, pour les communautés, la population, pour même l'État, hein, les soirées de cohésion pour les communautés. Également, les nostalgiques, les soirées avec les groupes nostalgiques, la lutte traditionnelle, la course aux pirogues. Vous voyez comme c'est melting pot. Donc pour dire que Ogobanya, des 10 ans, a donné un programme digeste, un programme que tout le monde accepte, tout le monde se voit dedans. C'est pourquoi Ogobanya vit aujourd'hui, c'est pourquoi Ogobanya est à ses 10 ans. Et j'invite les uns et les autres à venir du 27 au 2 pour découvrir. Le programme est très très riche. Son application même nous pose des programmes, mais on a ces 10 ans, il faut qu'on arrive à répondre aux besoins de tout un chacun. Voilà. Monsieur le Président, 10 ans d'existence, est-ce que quelque part Ogobanya va se réinventer ou garder ce même format? Alors, c'est ce que ça revient à notre question, le thème cette année. Nous restons toujours en avant-garde. Comment protéger, promouvoir et vraiment diffuser la tradition, de l'enseignement aux soins à tous les domaines. Donc, même si Ogobanya va évoluer, oui, mais se réinventer, après les 10 ans, peut-être on aura d'autres rajouts, mais on va garder toujours notre boussole qui est le festival culturel. Madame Goro, on en vient aux enfants parce que le directeur l'a dit tout à l'heure, c'est un festival qui est assez digeste, un festival qui prend en compte l'aspect de tout et chacun, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte. Est-ce que cette année, c'est le même format que vous allez proposer en termes de contenu éducatif parce que c'est aussi une école, si on peut se le permettre? Le contenu, je crois qu'il y aura un plus. Voilà, donc exactement, pour les enfants. C'est vrai que c'est... Il ne faut pas oublier que les enfants ont quand même besoin de s'épanouir autrement que par l'enseignement. Donc il y aura des jeux ludiques, des jeux vraiment instructifs. Ce sera toujours de l'enseignement, mais on va associer l'utile à l'agréable. Voilà, donc il y a aussi la Maison du Mali, où ça c'est vraiment l'instruction civique et morale qui sera donnée par le ministère même de la Jeunesse et des Sports. Donc ça aussi, vraiment, c'est ça. 10 ans et année culturelle au Mali, est-ce qu'on peut s'attendre à... quand vous avez entendu le président le dire lors de son discours à la nation, de décréter 2025 comme année de culture, et cette année qui correspond aux 10 ans, est-ce que quelque part il y aurait une certaine corrélation pour renforcer tout ce que vous avez déjà mis en place comme acquis culturel? Merci bien pour la question. Je crois que je ne suis pas politique, mais l'une des meilleures décisions que les autorités maliennes ont prises, c'est celle-là. Quand on perd tout, au moins la culture, l'identité doit rester. Quand on veut renaître, quand on veut se reconstituer, quand on veut se réconcilier, quand on veut se développer, tout part de ton identité. Qui es-tu? La naissance, comment est-ce qu'on doit te nommer? Ton développement, comment tu dois te épouser? Et à la mort, comment on doit t'ensevelir? Toutes ces questions tiennent à la culture. Et quand le président de la transition a décrété ça, l'année de la culture, j'ai dit oui, c'est le début de la résolution de la crise. Et toute la crise que nous avons, nous ne pourrons la résoudre qu'avec les solutions endogènes. Quand je dis la solution endogène, je vous raconte une anecdote. En 2013, quand la crise était au summum, où personne n'imaginait aller à Kidal, il y a eu une forte délégation de Guinadogon qui a été conduite par le président Mamoudou Togo, depuis Bamako, en passant par le centre, jusqu'à Kidal, pour aller rencontrer en ce moment où on coupait les mains, où tout était... Ce n'était pas imaginable de les rencontrer. Mais
Guinée-Dogon, à cause des liens culturels, à cause de la capacité de la culture, ils sont allés, ils ont discuté et ils ont fait des séances de travail, ils sont revenus. Et nous avons encore ces images. Quand nous les avons projetées lors de Ogobanya, mais les gens ne savaient pas qu'il y avait une délégation malienne qui est partie avec les couleurs du Mali pour aller rencontrer voilà, Effectivement, ces groupes armés. Donc, quand on veut désarmer, quand on veut finir un conflit, il faut d'abord désarmer les esprits et les cœurs. Les esprits et les cœurs, ce n'est pas les physiques qui les désarment. Les esprits et les cœurs, ça, c'est l'éducation, c'est l'échange, c'est la parole, c'est la culture, c'est le sinanguya, c'est ainsi de suite. Tous ces moyens culturels, nous les avons. Monsieur le directeur, vous êtes homme de culture par excellence. On vous connaît comme étant un fervent défenseur de la culture. Que pensez-vous de ce 10e anniversaire qui entre en corrélation avec l'année de la culture 2025? À noter que sur le plan festival ou grande rencontre, c'est le lancement de l'année. Ogobanya sera le lancement de cette année. Effectivement. Donc, c'est important. Ogobanya va jouer un rôle prépondérant et ce rôle qu'il a toujours joué, qui est quoi? Il l'a dit, l'esprit, l'état d'esprit, culturellement, comment aborder les uns et les autres. Parce que le président l'a compris. On peut gagner ce combat-là que par la culture. Ces choses-là peuvent finir uniquement par la culture. Comme c'est notre année, ça commence bien. Ogobanya fera le point de départ que les autres suivent en jouant leur rôle par rapport à la culture. Parce que le président l'a dit, c'est le Mali d'Inkoura là dont on a besoin. Et ça, c'est la dignité, le Dambé, le Maya, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on développe à Ogobanya. Et les autres doivent aller dans le même sens pour pouvoir jouer ce rôle-là pendant l'année. L'année-là, c'est demander à chacun de jouer son rôle sur le plan culturel. Et ce plan culturel, c'est quoi? C'est le Dambé, l'identité, Maya, ainsi de suite. Donc c'est important que les gens sachent, que tout le monde aille dans ce sens-là. Vous voyez, quand même à la prière, si tout le monde fait face à un seul endroit, c'est important. Donc c'est ça l'année de la culture. C'est comme ça que j'ai compris. Et Ogobanya est toujours dans ce sens-là. Et les autres doivent suivre ça. Alors, manifestation culturelle demande une mobilisation financière aussi. Hein? Oui. Donc, Madame Goro, votre point de vue par rapport à l'année de la culture et qui coïncide, l'année a été les activités culturelles, c'est Ogobanya qui va donner le ton. Tout à fait. Merci. Effectivement, l'organisation d'un festival demande de l'argent, d'une manifestation qui n'est même pas seulement un festival. Et pour ça, puisque le gouvernement a décrété année de la culture, ben, j'espère qu'ils vont faire le nécessaire pour que nous véhiculons ce qu'ils attendent de nous. Parce que sans argent, je pense que je ne dirais pas qu'on ne peut rien faire, mais on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, donc c'est le lieu de lancer un appel à nos autorités pour que, c'est vrai que la culture est, disons, l'enfant un peu délaissé. Donc cette année, puisque nous sommes dans l'année de la culture, nous osons espérer qu'ils vont mettre la main à la poche pour que les acteurs culturels puissent faire le travail auquel ils s'attendent à ce que nous le fassions. Voilà. Professeur, je rappelle, vous êtes le président de la commission d'organisation de ce festival qui va se tenir du 27 janvier au 2 février sur les berges, à la place du Cinquantenaire, si je ne m'abuse. Hein. Et il y a un aspect qui a vraiment attiré mon attention. Quand on rentre au village, il y a un coin, un espace qui est entièrement dédié à la médecine. Et on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, cette question de la santé, c'est vrai, la culture nous est tous propre, mais la santé l'est également. Est-ce que cette année, ces médecins qui sont là, je ne sais pas si on doit les appeler des médecins ou des guérisseurs, qui sont là, vont encore émerveiller le public à travers des consultations, à huis clos souvent, des séances de travail qui se font. Et cette atmosphère féerique quelque part qui existe va toujours perdurer?
Tout à fait, merci bien. C'est une activité, comme je l'ai dit tantôt, les tradithérapeutes, avec en tête la directrice de l'Institut. Aujourd'hui, le Mali a décidé d'en faire carrément un institut d'enseignement, de recherche et de transmission et de vérification de tout ce qu'il y a comme tradithérapie. Donc c'est pour dire que Ogobagna aussi a joué un rôle dans ce sens. Bien entendu, elle fait partie de la commission d'organisation. Bravo à vous. Hein? C'est une femme. Bravo vraiment d'arriver au moins à vous insérer dans tout ce qui est question de développement de la population. Merci. Alors nous sommes pratiquement pris par le temps. Nous avons... Je souhaiterais quand même que vous partagiez avec nous quelques anecdotes qui ont meublé cette première décennie, parce que 10 ans d'existence, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme en termes d'activités culturelles qui arrivent à résister à tout ce qui est changement, à tout ce qui est question sécuritaire et à tout ce qui est question financière. Des anecdotes que vous souhaiterez quand même nous partager? Merci bien. Les anecdotes, j'en ai déjà dit. Celle qui me l'a marqué le plus, c'était la pire des pauvretés, c'est d'être pauvre en sœur. Ça, je l'ai bien compris. Et l'homme qui ne connaît pas sa culture, qui ignore son identité, ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Il est prêt à aller payer une télévision et aller voir la culture des autres. Tandis que la sienne pourrait vraiment le satisfaire. Donc, approprions-nous de nos cultures et ancrons-nous dans nos cultures pour vraiment enseigner cela et pour vivre selon nos cultures. Merci. Madame Goro, des anecdotes que vous souhaiteriez peut-être nous partager, parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, Ogobagna a réussi à rassembler pendant les 10 ans la crème de la crème, hein, que ce soit en matière d'institutions, en matière d'organisation, en matière de partenaires techniques et financiers également. Des anecdotes, il y en a. Et moi, je parlerai plutôt de ce qui m'a surtout marqué. Je me rappelle à une édition, le jour de la clôture, quand nous avons donné à chaque troupe ce que nous pouvons donner, il y a une vieille dame qui a enlevé son foulard, les cheveux tout blancs, qui a marché à 4 pattes pour venir me trouver dans mon bureau et me dire Yapo, Yapo. Oui. Merci. J'avais la chair de poule. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit non. Vous, membres de la commission, vous êtes en train de travailler pour nous, mais vous ne savez pas ce que vous nous apportez. Il dit, grâce à vous, nous pouvons aller dignement au village et avoir la tête haute pendant une année. Il dit, si je te dis qu'il y a des moments où, pendant une année, nous n'avons pas 1000 francs à main. Oui. Que donc, vraiment, yapo. Alors là, ça, je ne peux jamais l'oublier. Et moi, je pense que ça, c'est la plus grande réussite. Parce que nous parvenons au moins à aider. Et dans la vie, moi, je pense que le plus grand service qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est aider. Et c'est ce que nous faisons, à notre manière, à notre échelle. Et donc, je lance un appel à tout le monde, que chacun joue sa partition, que chacun fasse quelque chose pour le bien-être de ses semblables. Et là, on n'aura pas vécu inutilement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la direction artistique. Hein. Est-ce que, quelque part, en 10 ans de travail sur cette activité, il y a un événement en particulier qui vous est resté à cœur? Bon, l'événement, il y en a beaucoup, mais il y a un aspect que je voudrais partager avec les gens. Au début de cet événement, on me dit « Ah, ça c'est un festival dédié au Dogon. » On me disait ça. J'ai ri, j'ai dit « Mais moi je ne suis pas Dogon. Je fais partie de la commission d'organisation, je ne suis pas Dogon. Il y en a d'autres comme moi qui ne sont pas Dogon. Mais comment ceci peut être le festival Dogon ?» Et au fur et à mesure, c'est les communautés. Il y a chaque année une communauté qui vient dans la commission et qui donne son avis, ses orientations qui sont prises en compte. Également, dans les soirées, il y a des communautés qui viennent, qui donnent leurs orientations. Est-ce que ce festival est Dogon? Ce festival n'est pas Dogon. C'est l'un des festivals les plus multicommunautaires que tous les festivals qui existent.
c'est important que je le dise aujourd'hui parce que on me disait ça, mais ça me faisait rire. Et aujourd'hui, je pense que chacun est en train de comprendre que ce n'est pas le cas. En 10 ans, j'étais dans la commission d'organisation de ce festival. Je ne suis pas Dogon. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci au professeur Pierre Andénié Togo, qui est le président de la commission d'organisation. Merci également à Madame Golo Ramata Ongoiba. À sa suite, nous avons Monsieur Abdoulaye Djombana. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Je vais m'inscrire dans la même logique. Je vais dire Yapo, Yapo. À très vite sur Advance TV. Merci. Merci. Merci bien.